Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la société, savez-vous qu'il y a des gens qui accouchent sans savoir même qu'elles étaient enceintes? C'est à quelques heures de l'accouchement, donc au déclenchement du travail, qu'elles se rendent compte qu'elles étaient enceintes depuis maintenant 9 mois. D'autres qui ont un peu plus de chance s'en rendent compte au 5e mois de la grossesse. Cela ne s'entend pas, personne ne comprend. Même parfois, l'entourage ne s'en rend pas compte. Alors qu'il y a une grossesse qui est là, on dit souvent qu'une grossesse ne se cache pas. Elle doit pouvoir être visible, mais ces gens accouchent parfois sans le savoir. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre ce qui se passe réellement dans la tête de ces personnes-là qui sont enceintes, mais qui ne le savent pas. Le déni de grossesse, qu'est-ce que c'est? Comment cela s'explique très concrètement? Voilà le sujet du jour. Nous avons convié plusieurs professionnels sur ce plateau, gynécologues, psychologues, mais les professionnels de santé invités ont tous décliné l'offre. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que le sujet est difficile à aborder, mais notre sociologue et clinicien a accepté l'invitation. Et je parle de André Alironou. Je l'installe avec le clip du jour. André Alironou, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Merci d'être là, vous tout au moins, parce que gynécologue, sage-femme, on a appelé une douzaine. Ça, je compte bien. Mais si c'est qu'ils ne sont pas indisponibles, c'est que ils veulent pas en parler, je comprends rien. C'est si difficile de parler du déni de grossesse, André? Difficile parce que aujourd'hui c'est quand même un sujet plus ou moins tabou où on prend pour coupable la femme et donc c'est difficile vraiment de rester neutre sur la question. C'est plus ou moins ça. Chanel doit pouvoir expliquer les choses. Bon, nous, comme on n'a pas de sujet tabou sur cette émission, on déconstruit tout et on dit les choses telles qu'elles sont pour informer, sensibiliser les populations. Vous avez accepté, nous vous en remercions. Alors, André, comme je le disais, nous allons parler du déni de grossesse, ce que c'est réellement et comment cela s'explique. Nadège n'est pas là pour nous définir le déni de grossesse, mais on va commencer déjà à comprendre ce que c'est que le déni de grossesse, concrètement. Bien sûr. Déjà, il faut savoir que ce dont on va parler, ce n'est pas pour accuser quelqu'un. C'est des faits. Ça arrive et c'est comme ça pour... C'est naturel en fait. Déjà, avant de venir sur déni de grossesse, il faut savoir qu'il y a 3 types de grossesse. 3 grands types, 3 grandes catégories. On va parler de la grossesse normale, comme dit grossesse classique. Il y a ça. La grossesse est là, avec ses complications ou pas, on sait. Mais on va parler aussi de la grossesse nerveuse, ce que d'autres appellent grossesse imaginaire. Là, c'est aussi dans un autre cas. On peut s'imaginer français. Grossesse nerveuse, c'est-à-dire elle désire, elle fait tous les symptômes, par exemple, de la grossesse, par contre, elle n'est pas enceinte. C'est tout à fait le contraire de ce dont on va parler aujourd'hui, le déni de grossesse. Et ici, c'est qu'elle est enceinte, mais elle ne le sait pas. Consciemment ou inconsciemment, elle n'a pas encore, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Et ça fait que souvent, les symptômes de la grossesse peuvent être différés. Ce n'est pas que ça n'existe pas concrètement. C'est difficile souvent de comprendre parce qu'on dit c'est une grossesse quand même. C'est pas parce qu'elle ne veut pas le savoir, mais elle ne le sait pas tout simplement. Et j'ai dit tantôt, on a l'impression, on se dit mais quand même c'est une grossesse. Oui, c'est une grossesse. Tous les signes classiques de la grossesse vont être cachés ou en différé tout simplement, vont être masqués par le corps. Et dans ce cas, on parle de 2 types de déni de grossesse. On va parler de déni de grossesse partiel, on va parler de déni de grossesse complet. Déni de grossesse partiel dans le cas où, déjà pour les 3 premiers mois, il faut dire tout simplement, avant l'accouchement, elle en prend conscience. Et elle, plus ou moins, accepte ou gère la situation jusqu'à l'accouchement. Mais il y a, dans le cas d'un déni de grossesse complet, elle ne prend pas conscience jusqu'à terme. Et là, vous convenez avec moi, ça devient un peu plus difficile. Mais je tiens à rappeler que la femme n'est pas mise en cause. C'est plus ou moins, on va dire, c'est pas de sa faute. C'est pas qu'elle a décidé ou qu'elle fait exprès ou comme la chanson le dit bien, c'est pas un caprice. Non, c'est pas ça.
Donc, c'est juste une réaction du corps suite à une difficulté psychologique et donc le corps réagit. Comme je le disais tout à l'heure, on va dire oui, c'est quand même une grossesse, ça se voit, ça ne peut se cacher. Et oui, bel et bien, dans le cas de déni de grossesse, ça peut se cacher. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne concrètement, André? Comment ça fonctionne? Les scientifiques expliquent que le fait, comment dire, le ventre, le fait de pousser le ventre ou que le ventre saute, ça dépend aussi du positionnement de l'enfant dans l'utérus. Et donc, de façon classique et naturelle, pour ne pas dire souvent, l'enfant se positionne en avant. Quand l'enfant se positionne en avant de l'utérus, c'est facile, ça pousse. Ça sort plus simplement. Mais quand l'enfant prend une autre position, qui est par exemple de se positionner en arrière ou un peu plus en haut, en hauteur, il semble que la grossesse se déroule à l'intérieur. Donc, oui, vous allez avoir des signes plus ou moins. Vous mettez vous-même en doute, en fait. Est-ce que je le suis ou je ne le suis pas? Rien ne vous alerte tout de suite pour dire, oui, il y a grossesse. Parce que dans ce cas de déni, les vomissements, par exemple, ne vont pas être là. Elle ne va pas s'émenstruer jusqu'aux 3 premiers mois, ça peut continuer, mais de façon, comme je le dis, en différé. Il peut y avoir de l'espacement dans ces menstrues. Ce qui n'est déjà pas normal. Quand on constate qu'on n'a pas ces règles en temps, à temps et en heure, on s'inquiète. Et on se pose des questions en tant que femme. Justement. Vous voyez, déjà, début de grossesse, il y a un léger écoulement. Ça, elle ne va pas se poser de questions. Et non seulement ça, mais ici, il ne va pas avoir totalement absence. Dans certains cas, oui. Mais l'absence totale, il peut y avoir espacement. Si elle le faisait chaque 24 jours, ça va venir peut-être un mois et demi. Vous voyez, donc elle reste dans la logique que ça vient quand même. Et dans ce cas, pour elle, prendre conscience tout de suite que c'est une grossesse, c'est un peu difficile. Et souvent aussi, bon, ça c'est peut-être, je vais en venir tout à l'heure, souvent, le ventre, comme je l'ai dit, suivant le positionnement de la femme et de l'enfant dans l'utérus, le ventre ne va pas sortir, ne va pas pousser. Et donc, bon, j'ai pas de ventre, j'ai pas de vomissement, j'ai pas de fatigue habituelle, régulière. Mes menstrues sont plus ou moins là. Est-ce que je suis enceinte? Tout au moins un test de grossesse. Même le test sera négatif? Oui, non. Et comme on le dit souvent, il y a des idées reçues qui disent que même dans un cas de déni de grossesse, on fait des tests négatifs. Non. Quand on fait un test, vous allez faire un test, par exemple, le test de sang, ce qui est plus... oui, le test sérique est beaucoup plus rapide. Qui est plus de qualité, qui va vous dire réellement les choses. Vous allez constater qu'il y a grossesse. Et c'est dans ça qu'on va dire qu'il y a... si on l'approche, avant thème, elle va comprendre qu'il y a grossesse, on va l'accompagner pour qu'elle puisse vraiment faciliter la naissance de l'enfant. Maintenant, ceux qui font ce déni-là, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu un malaise psychologique ou bien un problème psychologique ou bien c'est la peur de la grossesse? En fait, c'est de là que je posais la question de comment ça se passe. C'est ça, vous aviez tout dit. Vous aviez tout dit. Et le déni de grossesse vient particulièrement suite à une douleur psychologique. Et l'organisme réagit en vous protégeant, en mettant des barrières pour dire, pour amortir le choc en fait, le trauma que vous craignez avoir avec la grossesse ou avec l'accouchement et tout ça, l'organisme réagit pour en quelque sorte dire je vous protège. Ça peut se passer de façon consciente comme inconsciente. Et je voudrais aussi rappeler, c'est pas qu'il y a un type de femme qui est concernée. Toutes les femmes peuvent être concernées, peuvent faire un déni de grossesse. Même les filles qui n'ont jamais fait d'enfant, même celles qui sont déjà habituées, qui ont déjà fait 1, 2, 3, 4, elles peuvent faire un déni de grossesse. Comme je l'ai dit, c'est une douleur psychologique
qui fait naître cela. Donc si elle a rencontré, je prends le cas d'une femme habituée qui a eu une grossesse antérieure difficile, vous voyez, l'organisme va se mettre déjà contre son gré peut-être, dans une logique de la protéger, parce que il faut aussi dire, hein, et c'est réel, une grossesse du début jusqu'à la fin, c'est pas une laisse à faire. Évidemment. C'est beaucoup de beaucoup d'étapes. Vraiment. Je ne sais pas si c'est beaucoup de douleurs, mais beaucoup d'étapes. Beaucoup de douleurs. Beaucoup de changements d'humeur. Et surtout le dernier virage, le travail, c'est beaucoup de douleurs pour la femme. C'est plus ou moins, pour certaines, elles appréhendent ça un peu comme la mort. Je vais aller... On affronte la mort. Je peux trépasser. Je vais affronter... Bon, peut-être que c'est exagéré. Mais en fait, c'est aussi mais c'est douloureux. Parce qu'on passe par la douleur pour donner vie. Mais toutes ne sont pas prêtes tout de suite à aller affronter cette douleur-là. Parce que la douleur, elle est psychologique, elle est physique. C'est pas que on va... Elle est d'abord physique, elle n'est même pas psychologique. Si c'est grossesse, c'est accouchement est douloureux. La contraction, vous avez, comme moi j'aime à le dire, c'est les règles douloureuses x fois 100. Fois 1000 s'il le faut, il faut le dire. Donc il y a cette réalité-là qui est là et c'est justement ça qui fait. Voilà un peu quoi. Donc c'est pas qu'il y a un type de femme et c'est pas parce que elle veut décider de punir son homme ou par caprice ou quoi. Non, pas du tout. Ça peut être inconscient. Souvent, ce qui est bien, c'est que dans le cadre de déni, on estime à 3, 4 sur 10 de déni qui sont complets. Sinon, la plupart, c'est partiel. Quand on fait le test, c'est que les tests montrent que vous êtes enceinte, madame, et qu'on l'accompagne, là, elle met le processus en place pour pouvoir libérer l'enfant. Sinon, voilà. Ce qui semble incompréhensible, comment une simple peur peut causer tout ce système de blocage, en fait. Peut-être je vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas des réponses, je ne sais pas, mais comment une simple peur peut causer un si grand blocage? On parle de la vie d'un enfant qui grandit en soi, dont on ne se rend même pas compte. C'est assez bizarre. C'est bizarre, c'est dangereux. Dangereux autant pour la mère que pour l'enfant. Et pour l'enfant. Oui, une simple peur. La peur n'est pas simple. La peur n'est pas du tout simple parce que ce que vous appelez simple peur, c'est un phénomène qui déclenche en vous la production d'hormones. Et ces hormones vont communiquer à votre cerveau, si je veux parler simple, vont communiquer à votre cerveau la conduite à tenir. Ces hormones, entre guillemets, vont guider vos comportements, les réactions, pour ne pas dire la communication, les relations de vos organes à l'intérieur. Donc, quand vous vous mettez en colère, c'est ce qu'on dit souvent, quand vous vous mettez en colère, ou que vous prenez peur, c'est pas qu'une simple affaire. La gestion, après, ça ne vous appartient plus. Vous déclenchez un processus, mais tout ce que ça appelle, il faut être au courant pour pouvoir vraiment vous en sortir sans séquelles. Et du coup, quand vous déclenchez une peur comme ça, je prends un exemple, souvent ce qu'on fait, c'est vous êtes en face d'un danger. Vous allez avoir 2 réactions, courir ou affronter. Ça dépendra de l'information que votre vue, votre réaction, pour ne pas dire l'information que vous avez envoyée à votre cerveau. Ce danger, ça dépend. Peut-être c'est un homme comme moi qui vient m'attaquer avec une arme blanche. Je suis physiquement assez préparé. Je n'ai pas peur. Je sais que, voyant aussi son physique, je peux m'en sortir. Eh bien, voilà. Il semble qu'il y a un lion qui a fugué d'un zoo et je suis sur sa route. Ou je dis n'importe quoi. Je suis en train de passer, voilà un bœuf qui vient me rentrer dedans. La peur, tout de suite, la réaction qu'on a, c'est est-ce que je peux vivre ou ça va être la fin. Donc, ça suscite en vous, ça crée en vous
des hormones qui vont vous donner, entre guillemets, est-ce que je vais dire le courage? En fait, vous allez avoir votre force décuplée. Comment est-ce que vous affrontez le danger? Ça va être la seule affaire. Sur l'instant, la Voilà. seule alternative. Donc, s'il y a une clôture là, qu'elle soit de 2 mètres ou de 3 mètres, vous serez derrière la clôture avant de constater que vous pouvez aussi aller aux Jeux Olympiques. Mais bon, c'est juste pour dire. En fait, la peur vous crée en vous ce qu'il faut, vous donne l'outil qu'il faut pour, selon la décision que vous aurez prise, de pouvoir affronter ou quand même vous en sortir. C'est toujours pour vous protéger d'abord. C'est toujours, que ce soit pour la fuite ou que ce soit pour l'affrontement, c'est quand l'organisme a suffisamment d'informations que, en affrontant, je m'en sortirai, qu'il va décider d'aller à l'affrontement. Mais tout ça, ça se décide en fraction de seconde en fait. Ça se décide vraiment en fraction de seconde. Donc, c'est pas qu'une simple peur. Donc, vous voyez, dans le cas de Denis, de la femme qui a une douleur psychologique, peut-être liée à l'accouchement, à tout ce qui est la gestion de la maternité, parce qu'elle va être responsable d'eux, etc. Et va voir dans son passé, dans son développement personnel, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce qu'elle a pu enregistrer comme donner vie, comme être mère, comme gérer une grossesse. Si peut-être, je dis n'importe quoi, elle est Benjamin, toutes ses soeurs, ses grandes soeurs n'ont fait que des grossesses difficiles, alitées, 9 mois. Vous voyez, ça ne donne pas envie de faire pour certaines personnes. Ce n'est pas toutes les personnes. Donc, quand quelqu'un rencontre ou passe par tous ces traumas, il y a forcément des séquelles qui restent. Elle enregistre des choses que peut-être elle va dire, oh, ça s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, et maintenant je suis dans mon couple, je veux, mais consciemment elle se le dit, mais ça n'a pas tellement de percussion sur l'information qu'elle aurait enregistrée, et ça n'a pas encore eu tellement de percussion pour débloquer les verrous qu'elle s'était imposés entre-temps. Du coup, quand ça va arriver, l'organisme va fonctionner sur l'ancien mode, parce qu'entre-temps vous aviez tout verrouillé juste pour vous protéger. Donc maintenant, l'organisme se permet d'assumer cette fonction-là sans votre permission. Là, on va parler d'inconscience. Maintenant, si dans le cas où voilà, elle appréhende réellement cette difficulté, c'est pas qu'elle ne veut pas la grossesse. Elle voudrait être mère, mais elle appréhende des difficultés. L'organisme peut aussi se mettre sur ce mode de fonctionnement pour quand même la protéger. Et s'il faut alors ne plus parler des difficultés de la grossesse, de la douleur de l'accouchement pour les rassurer? Non, ce qu'on dit, c'est que il faudrait tout simplement, il faut comprendre par là que dans ce cas, la femme est fragile et il faudrait l'accompagner. Une maternité, ça se prépare. On ne décrète pas la maternité. C'est pas par instinct. Voilà, il faut que je sois aussi. C'est pas ça. Ça se prépare et on y va vraiment entouré et accompagné. Et c'est pour ça qu'il y a la famille et il y a quand même le conjoint ou la conjointe. C'est pour ça qu'il y a des professionnels, des spécialistes qui accompagnent le fait. Donc il faudrait pas banaliser. Parce que oui, ça ne s'arrête pas que à la gestion de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Même après l'accouchement, vous pouvez avoir aussi des séquelles de cette grossesse que vous avez eue. Et l'entourage ne s'en rend pas compte aussi? Justement, certaines mamies ou mamans averties peuvent constater que ma fille, ça pourrait être une grossesse, mais ça va l'énerver en fait. Parce qu'elle ne voit rien qui la prédispose ou qui la mette dans cette disposition de dire dans quelques mois, je vais accoucher. Et donc, quand vous serez en train de parler, c'est comme si vous êtes en train de la traiter je ne sais pas, de menteuse. Comme si elle cache quelque chose. Ou d'irresponsable, ou d'incapable. D'irresponsable, voilà. Ça va chercher dans son orgueil pour dire, si je suis enceinte, je serai la première personne à le savoir.
Donc, c'est comme si vous l'accusez. Donc, ça va tomber dans de mauvaises oreilles, ça va l'énerver. Et souvent, ce qu'on fait pour vraiment conforter la dame, c'est aller faire un test. Quand on commence par constater des choses, il faut l'orienter, l'accompagner à aller faire un test. Et comme ça va être plus simple à accompagner ensuite. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est sans dire les idées reçues, c'est pas parce que vous êtes enceinte que du coup vous devez grossir, que les seins, la poitrine va grossir et tout le reste. C'est pas systématique chez toutes les femmes. Il arrive des femmes, selon sa morphologie, le changement ne va pas être aussi remarquable. Donc sur les 9 mois, ça va pousser petitement. Du coup, c'est pas parce que ça ne pousse pas que, elle n'est pas enceinte. Qu'il n'y a rien là. Et c'est pas non plus parce qu'elle est en train de grossir qu'elle est enceinte. Donc, tout ça, ça conforte la femme dans sa logique. Et la seule chose qui vient la dissuader, c'est que scientifiquement, ce soit prouvé, madame, vous êtes enceinte sans doute. Et comme ça peut se gérer. Dans quelles conditions se trouve l'enfant? Ça, c'est l'autre question qui va se poser quand on a fini de comprendre l'affaire psychologique du déni. Dans quelles conditions se retrouve l'enfant? Non, avant même de parler de l'enfant, la mère elle-même déjà, c'est dangereux. C'est dangereux parce que dans ce déni-là, elle va pas prendre les précautions de femme enceinte. Justement, elle peut boire, elle peut fumer, voilà. elle peut consommer des substances. À sa vie normalement, avec le risque de faire peut-être une fausse couche, avec le risque de faire des activités, je ne sais pas, dangereuses pour elle-même, son état. Donc, oui, le déni, c'est suffisamment dangereux pour la femme elle-même. C'est pour ça que je continue de dire, c'est pas qu'elle est consciente et elle le fait exprès. Donc, il n'est pas ici question de l'accuser. Elle ne le fait pas du tout exprès. Pour l'enfant maintenant, oui. Avant qu'on en vienne à l'enfant, quand vous dites qu'elle ne fait pas exprès, c'est vrai que vous avez expliqué, mais d'autres l'accuseront pour dire que toi, tu es une femme. Toutes les femmes passent par là. Pourquoi pour toi, ça doit être un blocage? Les accusations peuvent aller également dans ce sens-là. J'ai dit tout à l'heure, toutes les femmes peuvent avoir un déni. Oui, mais il y a des gens qui ont déjà l'enfant. Il y a des gens qui ont déjà des enfants. Donc, elle a déjà eu des enfants et pourtant. Pourquoi pour elle, là, pour cet enfant? Ça, c'est celle qui a déjà eu des enfants et qui fait un déni après. Donc, il faudrait comprendre que le fait ne dépend pas d'elle. Et c'est pas comme si elle a décidé que ce soit ainsi. Donc ça, j'en appelle vraiment aux téléspectateurs. Si éventuellement il y a eu des cas comme ça, ou il y a des cas comme ça autour de nous, la première chose à faire, c'est pas de se mettre dans un mode d'accusation de la femme. Vous allez la victimiser davantage et même après l'accouchement, la culpabilité va rester et la relation avec l'enfant va être difficile à gérer. Et elle-même, ça peut perturber son fonctionnement psychologique parce que se présenter dans la société comme une mauvaise mère, une mère inconsciente, qu'est-ce qu'elle a à donner à cet enfant si tant est que elle est vue comme celle qui n'a pas voulu qu'il vienne. Donc le moindre petit souci de l'enfant, elle va aller accuser. Est-ce que c'est pas parce que j'ai eu tel comportement? Donc il faudrait éviter de prolonger cette douleur psychologique au niveau de cette dame, de ces femmes. D'accord. L'enfant maintenant. Maintenant, l'enfant, le premier risque, j'ai envie de dire positif et négatif, c'est que dans le cas d'un déni partiel, la mère, quand elle prend conscience et des dangers qu'elle faisait courir à cet enfant, partiel ou même complet, quand le travail est bien accompagné, elle va surprotéger l'enfant. Il va devenir un œuf. Parce que, vous voyez, dans le cas du déroulement de la grossesse, si c'est partiel, elle va dire, pendant les 3-4 premiers mois, si ce n'était pas peut-être de grossesse, elle n'aurait pas su. Donc, tous ces dangers auxquels elle aurait exposé l'enfant, elle va vouloir les compenser.
Dans le cadre d'un déni complet qui finit par un bon aboutissement, voilà, elle va rester vraiment surprotectrice parce que pour elle, c'est comme un miracle. Surtout, voilà, l'enfant est arrivé sans difficulté ou sans bug, j'ai envie de dire, sans problème, sans malformation. Donc, elle va prendre pour compenser tout, parce qu'elle n'aurait pas eu le temps pendant la grossesse, de tisser un lien avec l'enfant. Donc, à la sortie, elle va surprotéger. Mais en même temps, c'est pas aussi que c'est systématique. L'enfant peut avoir un retard psychomoteur. Le temps de bouger, de s'asseoir, de marcher, ça peut retarder un peu. Ça, c'est possible, mais c'est pas systématique. Non, il n'est pas du tout dit que parce qu'on a fait un déni de grossesse, l'enfant va naître entre guillemets taureau. Non, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Il va naître bête, c'est totalement faux. Si après l'accouchement, il n'a pas poussé dans les conditions normales. Non, l'accouchement on peut penser à tout. Oui, l'accouchement peut-être, mais la grossesse elle-même, quand c'est un déni complet, oui, et que c'est les contractions qui alertent, l'enfant a grandi comment? C'est la question, parce qu'on n'a pas vu de ventre. Vous avez votre chant de tout à l'heure a dit bien, c'est l'enfant qui veut manger GABA avec poisson frais. C'est juste pour dire, dans le déroulement de la grossesse, il y a une intimité, une relation très fusionnelle entre l'enfant et la mère. Et on inclut le père. Le père qui ne voit même rien. Mais bon, il voit, il est totalement inclus. Maintenant, dans le cas de déni, cette relation n'existera pas peut-être. Ou ça va exister vraiment finement. Et c'est ça qu'il faut réparer. En fait, quand l'enfant va venir, il faudrait que la mère prenne le temps, elle-même accompagnée, d'installer cette fusion entre son enfant et elle. Et c'est ce travail qu'il faut faire. Du coup, ce n'est pas une question d'intelligence. L'enfant, biologiquement, s'il est décrété qu'il ne souffre de rien, il ne va pas avoir de problème. Oui. Il va avoir peut-être un petit manque d'affection, d'attention qu'il faut réparer avant que l'enfant n'atteigne un certain âge, tout simplement. Ça, c'est quand l'enfant, à la naissance, il est désiré. Mais si, à la naissance, la mère ne voulait pas d'enfant, si c'est qu'elle savait qu'elle était enceinte, elle aurait peut-être en griffe pris ses dispositions. Mais là, je ne veux pas d'enfant, je me retrouve avec un enfant. Ça, c'est un autre problème. Ça, carrément, c'est encore un autre problème. Parce que oui, du déni de grossesse, on peut aboutir à cela. Ou jusqu'à l'accouchement, même si les tests à la fin ont montré qu'elle est enceinte et que c'est elle accouche, elle ne va pas accepter cet enfant parce qu'elle a pas vu venir et elle ne s'est pas préparée à avoir. Donc, il peut y avoir des femmes qui vont refuser cet enfant-là à la naissance. Là encore, on fait un accompagnement, on fait un accompagnement pour l'amener à accepter l'enfant ou à faire adopter l'enfant dans le cas où elle prend rigoureusement la décision. Oui, elle est radicale. De pas s'en occuper. Et quand on évalue les risques, j'ai envie de dire, de santé mentale, de bien-être psychologique de la mère et aussi les risques vitaux de cet enfant et qu'on voit qu'elle s'oppose, elle ne voudrait pas, et elle donne les raisons qu'il faut et que l'enfant avec elle serait entre guillemets en danger, non seulement pour elle-même mais aussi pour, on n'insiste pas, on l'accompagne dans l'adoption. Mais sous nos cieux souvent, c'est ta mère, la question ne se pose pas. C'est ton enfant, c'est l'ennemi de toi. On te l'impose. Oui. Voulu ou non voulu, il est venu et donc il faut... Et oui, c'est... Mais vous allez regarder, quand on va questionner nos us et coutumes, même quand c'est comme ça, il y a j'ai envie de dire, un plateau plus ou moins. Est-ce que c'est technique? Oui, c'est technique, sous le mode traditionnel qui accompagne cette femme et cet enfant
peut-être on va confier l'enfant pour les premiers temps à la belle-mère ou à la mère même ou à une coépouse plus mature qui va garder l'enfant pour les premiers et deuxièmes mois, le temps d'introduire la mère dans une relation jusqu'à ce qu'elle accepte petitement. Mais entre-temps, on serait en train de l'amener, de la raisonner pour qu'elle puisse comprendre. Et c'est exactement le même processus qu'il faudrait faire. Mais ne pas le lui imposer et abandonner l'enfant. Pour elle, l'enfant sera en danger et elle-même sera en danger. D'accord. Maintenant, est-ce que le déni a des signes? On va revenir sur l'accompagnement, hein, rassurez-vous, ça c'est les développements qui nous l'imposent. Mais est-ce qu'il y a des signes d'un déni? Est-ce que le déni de grossesse a des signes? Le déni même? Oui, c'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on va dire que oui, signe ou non? C'est l'absence de signes de grossesse Qui montre le déni. qui montre le déni. Mais en réalité, quand vous observez bien, et souvent on dit au niveau du bas-ventre de la femme, vous allez voir une petite bosse parce que même pour les professionnels, c'est pas facile à détecter en dehors du test. Parce qu'avant d'aller dire à une femme faites un test de grossesse, il faut explorer d'abord. Donc vous allez voir quand même que il y a une petite bosse, oui, elle va se plaindre de douleurs, peut-être abdominales ou de dos. Elle va dire, mais elle va pas prendre ça vraiment au sérieux comme pour la grossesse. Elle ne vomit pas, elle n'a pas de fatigue extrême. Elle va justifier la fatigue partielle qui vient là et elle pourra aussi vous justifier l'espacement de ses menstrues. Et quand vous accompagnez tout ça, vous pouvez questionner ça avec un test de grossesse. Et puis, mais ça, il faut aller à l'hôpital pour pouvoir le faire. Donc il n'y a pas de signe particulier à observer quand on fait un déni. Peut-être que bon. Il ne faut pas se mettre à regarder le ventre de toutes les femmes qui sont autour et dire que voilà, il se peut qu'elles soient enceintes, etc. Non. D'accord. Peut-on le faire plusieurs fois? C'est pas très prouvé, mais je pense que dans le cas d'espèce, rien ne vous dit, quand vous l'avez fait une fois, vous ne pouvez plus le faire. Mais seulement que ça reste un gros risque. Ça reste un risque et souvent c'est difficile à détecter. Faire une grossesse, rien que des grossesses difficiles, pour ne pas dire faire un déni une fois, oui, on peut quelquefois, mais c'est très rare en fait. C'est très rare. Parce qu'une fois déjà, la gestion est très difficile. Et quand on accompagne très bien, on met la femme dans des prédispositions pour qu'elle prenne les dispositions pour une prochaine grossesse si elle doit. Donc, finir un déni, sortir d'un déni et revenir encore dans un autre déni. Donc, la première crise où on n'a pas bien traité, on n'a pas trouvé vraiment les sources. Donc, c'est très rare. Donc, vous cherchez les sources souvent quand il y a un déni de grossesse? Oui, j'ai dit ça sort du... L'accompagnement va se faire. Et elle va vous confier, c'est ça? Elle confie il faut aller ce qui s'est chercher passé? La source de la douleur psychologique qui a causé cela. Donc, quand vous venez, le sait? on va l'aider à aller questionner les choses, pour aller fouiller, pour voir qu'est-ce qui a amené cette douleur-là. Qu'est-ce qui a fait? En fait, c'est juste pas des étapes. Elle vient chez le médecin généraliste qui essaie ou la sage-femme ou le gynéco, souvent le gynéco qui constate et qui affirme que c'est une grossesse et tout ça. Évidemment, si lui constate que c'est un déni, qu'il a les outils pour gérer, il va se faire accompagner et gérer. Donc, dans cette gestion, la partie prise en charge psychiatrique ou psychologique qui va s'installer, c'est que on va l'accompagner à aller fouiller dans sa vie, en elle-même, la source de cette douleur psychologique, qu'est-ce qui l'a amené à activer ce mécanisme de défense-là. D'accord. J'espère que vous allez finir par trouver. Si on ne trouve pas, elle fera plus de grossesse. Ça va être aussi simple que ça.
elle va rester dans son blocage. Hum? Si on ne trouve pas la cause pour l'amener à débloquer son mécanisme, Ouais. à déverrouiller son blocus, bon, ça va rester bloqué. Ah, d'accord. Ok. C'est compris. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas également des risques d'infanticide dans cette affaire-là, André Alirona? Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, dans le cas où c'est un déni complet jusqu'à la fin, où même après l'accouchement, elle ne, elle ne rentre pas dans une logique de prendre l'enfant et de vraiment de l'accepter, et que vous lui imposez l'enfant C'est quand on l'impose. qu'elle ne veut pas, elle peut s'en débarrasser. Maintenant, voilà, elle n'accepte pas l'enfant, mais elle vit dans le même environnement que l'enfant, qui lui rappelle rien que de mauvais souvenirs. Bon, elle peut, entre guillemets, inconsciemment, hein, l'accuser de nouveaux malheurs, de sources de nouveaux de ces malheurs. malheurs. Et donc, bon, dans un excès de crise, peut attenter à tuer l'enfant, c'est possible. Comment on s'en sort alors? Quand peut-être après l'accouchement, je ne sais pas si quand c'est partiel, comment ça sort, ou quand c'est total après l'accouchement, comment on s'en sort pour être sûr que bon voilà, on est guéri peut-être de ce traumatisme antérieur qui nous a empêché de nous rendre compte qu'on était en état. Non, déjà, il faut dire qu'on s'en sort toujours. Hein. On s'en sort toujours et on s'en sort bien. C'est pas que ça va être récurrent, non, pas du tout. Et l'autre chose, c'est que comment on s'en sort, c'est accepter de se faire accompagner. Il faut accepter de se faire accompagner. Il faut accepter de se livrer, de mettre les mots sur sa douleur, de dire les choses. C'est pas le lieu de vouloir jouer, entre guillemets, la solitaire. Je vais gérer. Non, on ne gère pas ça. Quand c'est arrivé à ce niveau, ça veut dire que vous aviez besoin d'aide. Il faut accepter l'aide. Quand vous acceptez l'aide, alors ça passe. Accepter l'aide. Et pendant ce temps, l'enfant, il est où? Il est avec soi? Non, on l'inclut dedans forcément. On inclut l'enfant. Parce que c'est lui, là, c'est lui qui vient révéler les choses. Faut pas, on ne va pas faire l'accompagnement en séparant l'enfant ou en séparant le couple et tout ça. C'est vrai que c'est elle, la mère, qui est le pilier principal sur lequel on va travailler. Oui, mais il faut forcément associer parce que, comment dire, le fait, la guérison, pour ne pas dire le fait de sortir de ça, c'est quand elle va accepter l'enfant et qu'elle va se mettre dans le mode d'une mère qui veut, qui veut de son enfant et qui a donné vie à quelqu'un, à un être, et qu'elle voudrait mettre ou se donner, elle, faire ce qu'il faut pour que cet être-là soit un être à part entière, qu'il grandisse, qu'il soit épanoui aussi dans la vie. Donc quand elle va se mettre dans son rôle de mère, d'accompagnateur de ce petit être qui n'a rien demandé, mais qui quand même est venu, quand elle va se mettre dans ce processus et de jouer son rôle, alors les choses s'arrangent. Cet accompagnement-là, c'est les parents, ce sont les parents qui le demandent ou bien c'est le personnel de l'hôpital qui a accouché cette femme dans ces conditions-là qui le suggère? Normalement, quand on constate un déni de grossesse, il faut mettre la femme au courant de ce qu'il y a. Parce que, en fait, ça ne se discute pas. Hein. Et quand elle vient, elle ne le savait pas. Et vous le découvrez, vous la faites asseoir et vous lui expliquez. Et vous lui expliquez maintenant le protocole d'accompagnement. Et vous lui expliquez le bien fondé pour elle et pour l'enfant. Donc ça revient au personnel de santé. Au personnel. Et maintenant, quelles sont les personnes qu'il faut impliquer? Parce que ce n'est pas non plus le lieu d'exposer la femme au vu au-dessus de tout le monde. Non. Quelles sont les personnes qu'il faut impliquer? Ça se décide avec le couple. Et vous leur donnez le temps de réfléchir et de revenir pour rentrer, pour démarrer le protocole d'accompagnement en fait. Inclut le compagnon, parce que si Obligatoirement. les deux n'ont rien vu venir, On ne va pas la laisser seule gérer. Le compagnon, lui aussi, on peut le considérer qu'il était dans le déni? Non, ici, ce n'est pas lui qui a la grossesse. Ok.
Et, il faut comprendre, la femme, elle ne fait pas la grossesse. Bon, elle la porte. C'est ça en fait. Donc ici, c'est pas qu'elle est... là où c'est délicat, c'est d'expliquer correctement au compagnon. En fait, sa femme est une victime aussi. Et donc, c'est pas le lieu que lui vienne en sauveur, pardon, pour l'accuser parce qu'elle est censée... Non. Et c'est pour ça que c'est un peu délicat. Et la mise en confiance, l'explication, la démystification du problème est très délicat. Si vous ne choisissez pas bien les mots, le moment, et puis vous ne choisissez pas bien le lieu pour en parler, j'ai envie de dire le cadre pour en parler, vous allez encore tout bousiller. Et souvent, on a de ces victimes prolongées, que j'appelle victimes prolongées, parce que bon, on fait mal l'accompagnement, on met mal en place le processus, le protocole, et on oblige la femme à rentrer dans un processus comme tu as une grossesse, et ça ne se discute pas. Tu prends tes responsabilités, tu portes jusqu'à la fin, et on oublie l'intérêt supérieur de l'enfant qui est à l'intérieur, qui est en train de grandir. Et quel est le lien qu'elle va établir avec? Parce qu'il faudrait qu'elle-même, elle se sente bien pour pouvoir établir un lien sain. Surtout si c'est une jeune maman. Les adolescentes qui accouchent, c'est compliqué. Évidemment. Peut-être 14 ans, 15 ans. J'imagine la réaction des parents. Et c'est à l'accouchement, on sait que toi tu étais enceinte, on t'impose pratiquement. En fait, j'imagine le poids sociétal en réalité. Toute la douleur, les injures du matin au soir, pour la moindre chose qu'on veut faire, l'aide qu'on veut t'apporter, c'est vraiment lourd pour la fille dans ce cas-là. Pour une mère qui a déjà accouché 1, 2, 3 fois, les questionnements vont être qu'est-ce qui a amené ça, c'est plus compréhensible. Souvent, c'est caché. Souvent, c'est un peu caché parce qu'elle-même, elle n'ose même pas mettre les mots sur tout. Et pour tester si c'est possible, elle va encore faire un autre après lui. Bref, pour avancer. Mais pour un premier geste, souvent, c'est très difficile à gérer. Surtout avec, si c'est que vous avez une belle famille aussi, on ne comprend pas. Toi, tu sais quelle femme tu es allé chercher. On peut même te taxer de folle, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas en réalité. Et quand on ne comprend pas quelque chose, ça nous effraie. En fait. Et puis les sources de stress peuvent venir pas forcément directement. Quand on va se mettre à accuser votre époux, votre conjoint, indirectement, il va le reverser sur vous, parce que lui va vous accuser de ne lui avoir pas donné l'information. Ça peut aller, parce que c'est pour ça que je dis cette émission est vraiment salutaire, parce que vous voyez, le poids de la société, les commentaires, les idées reçues, j'ai envie de dire sociétales, là, font beaucoup de dégâts. Parce que dans ce cas, par exemple, on va indexer l'homme d'irresponsable, en sorte. Parce qu'il est avec une femme, il est avec son épouse, une compagne qui ne maîtrise pas. Est-ce que l'enfant même c'est de toi, c'est qu'il a caché pendant tout ce temps. Vous voyez tout le dégât que cette réflexion malsaine et malvenue va créer dans ce couple-là. Parce que, bon, lui aussi va commencer par se dire, si elle me l'a caché, est-ce que ce n'est pas une grossesse qu'elle est en train de me donner parce que l'autre a refusé? Oui, est-ce qu'elle ne le savait même pas, son affaire de déni, n'est-ce pas un mensonge? On va commencer par épier ses comportements, questionner les comportements qu'elle avait. Ça va amener tellement de dégâts. Dans le cas d'une femme qui quand même est dans sa première expérience. Du coup, pour ceux qui vont suivre l'émission, ils sont responsables de relayer cette information pour diminuer quand même les idées préconçues de la société, pour amener les gens à savoir l'en regarder quand des situations taboues comme ça se posent, ou quand ils sont au courant. Ce n'est pas le lieu de mettre de l'huile sur le feu, d'enflammer ou de créer des isanis dans le couple des gens ou choses. Ça peut conduire la femme à ne plus jamais vouloir d'une grossesse si c'est qu'elle s'est maltraitée surtout. Ça peut même augmenter le degré de la peur en réalité. C'est ce que j'ai dit. Si on traite mal, on va l'enfermer
dans ce mécanisme-là, parce que le corps veut la protéger. Malgré elle, inconsciemment, le corps veut la protéger. Et si vous ne déverrouillez pas, le corps va rester fermé. Donc, il va renforcer davantage son bouclier. Du coup, elle n'aura pas les moyens de pouvoir sortir de ça. Et ça devient difficile. Comment prendre soin d'un enfant qu'on n'attendait pas? Déjà, financièrement, parce qu'un enfant, c'est des charges. Et après ça, l'affection psychologique à donner à cet enfant-là. Comment on le fait? En fait, c'est là l'autre préoccupation majeure dans cette affaire de déni de grossesse, André Aléron. Effectivement. Et souvent, c'est là que le problème se pose, parce que malgré tout ce qu'on sait, on est en train de dire, c'est que pour la mère ou pour le couple, ça va être comment nous allons gérer cet enfant. Et cette gestion, c'est jusqu'à 18 ans. En Afrique. Quel 18 ans? Bon, la loi au Bénin nous dit un enfant, c'est de 0 à 18 ans. Oui, la loi. Maintenant, si la société gère jusqu'à 40 ans, bon. Vous savez, je me réjouis que vous êtes africain, béninois de... Ça, c'est autre chose. En plus, ce sont les situations qu'il faut... Mais je vais m'en tenir à ça au moins jusqu'à 18 ans. Pour les hommes, pour les femmes, si, entre guillemets, entre-temps, il y a quelqu'un qui roule dans les parages et qu'on s'est débarrassé, tant mieux. Mais c'est une entreprise lourde et coûteuse. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit tantôt au début là, de l'émission, ça ne se décrète pas. C'est pas par instinct, on se lève pas pour dire, bon voilà, il faut construire le projet. Et il faut se mettre vraiment ensemble et en discuter. Et maintenant, vous ne l'avez pas préparé. C'est venu vous surprendre. À votre insu en plus. C'est pas drame. Comme si vous étiez dans le doute et puis après vous avez constaté. C'est même pas ça. C'est que vous n'aviez eu aucun signe d'alerte pour dire voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Et ça vous surprend. C'est l'accouchement que vous avez. Au moins, si c'est partiel, là, vous avez encore 4 mois ou 3 pour vous préparer. Mais là, c'est l'accouchement là qui dit que vous êtes parent. Ça vous surprend comme ça, avec souvent des difficultés préalables qu'il faut gérer. Parce que tout de suite, on ne va pas se focaliser à dire qu'est-ce que l'enfant va manger, qu'est-ce qu'il va devenir. Ça va être parallèle. Mais il faut gérer la santé mentale de la mère, du couple, l'équilibre du couple. Il faut gérer. Pour que l'enfant se sente bien, pour préparer ce cadre-là pour lui. Si c'est un couple déjà constitué. Et si la dame est suffisamment abîmée, voilà encore une autre problématique. Si le couple n'est pas constitué, alors qu'on a besoin dans ce cas d'un couple, d'un cadre pour accompagner l'enfant. Vous voyez tout ce que ça engage. Maintenant, si la dame est suffisamment abîmée ou était antérieurement beaucoup abîmée, sur le plan psychologique, ça va mettre du temps. Et tout ça, ça fait que quand l'enfant ne va pas attendre que les choses soient réparées au niveau des parents ou de son environnement pour commencer par grandir. Voilà un peu la difficulté. Et c'est coûteux. Donc, en même temps que c'est une urgence, en même temps que c'est très délicat à gérer, il faut quand même s'y mettre le plus tôt et le mieux pour pouvoir offrir à cet enfant et à ses parents le cadre nécessaire et l'équilibre nécessaire qu'il faut. Est-ce que ces enfants-là grandissent normalement, enfin, oui. Ou ils grandissent avec un truc de moins? Non, je ne dirais pas un truc de moins, parce que ça dépend un peu de chacun, de chacune surtout. Le déclencheur, c'est la mère. Donc, comment elle prend les choses, chacun est particulier. Donc, c'est pas parce que vous êtes né d'une grossesse classique, accouchement normal, vos parents sont bien que, voilà, vous aviez grandi bien. Donc, c'est pas parce que l'enfant est né d'une grossesse à terme d'un déni qu'il va être mal. Non, ça dépend de chacun. Ça dépend du cadre qu'on met et comment
quel processus, comment on accompagne, quelle relation on a mis ensuite, pour quel système éducatif on a instauré pour cet enfant. Cet enfant va-t-il passer toute sa vie ou les 18 premières années avec un accompagnement psychologique? Non, l'enfant n'a aucun souci. L'enfant n'a pas de problème. L'enfant n'a aucun problème. Vu que les liens se tissent déjà dans le ventre de la mère, il n'y a eu aucun lien? Non, c'est ce que je disais. Et dans les premiers mois, tout au moins les 2-3 premières années, là, elle a tout le temps pour quand même réparer, restaurer. Ah, ça se répare? Ce serait salutaire parce que le cordon ombilical psychologique reste. Et donc, elle pourrait profiter par l'allaitement, par la parole, par la présence, par la pensée aussi, à communiquer correctement avec son enfant, avec une forte présence. Et l'autre risque excusez-moi, qu'on a oublié, dont je me rappelle ici, c'est pour l'enfant, il peut risquer de venir prématurément. Parce que la mère n'ayant pas pris les dispositions, n'étant pas dans les dispositions il peut venir prématurément. Donc, dans le cas où cet enfant viendrait prématurément, vous allez voir, il va venir peut-être avec un peu de maladie et tout ça, qu'ils vont faire des cours supplémentaires, qu'il faudrait accompagner, qu'il faudrait gérer. Mais sinon, l'enfant, normalement, n'a aucun souci. Le travail à faire ici, c'est vraiment au niveau des parents. C'est au niveau des parents pour lui permettre d'avoir un cadre éducatif équilibré. D'accord. Merci Andrea Lero. Nous allons écouter ces éléments et revenir après, cette fois-ci, pour parler de la grossesse imaginaire dont vous avez parlé, parce que je ne comprends pas encore cette affaire de grossesse imaginaire. C'était pas au programme. C'était pas au programme, mais on va dire un mot là-dessus avant de partir. À tout de suite. Okay. Voilà, André, bon, on a dit l'essentiel sur le déni de grossesse. Je ne sais pas s'il y a des précisions que vous voulez faire, sinon. Non, sinon que c'est un sujet assez délicat et qu'il faudrait aborder avec beaucoup de prudence. Autant pour les professionnels, c'est difficile à gérer, que maintenant parlons de la communauté. Donc, et les dégâts sont souvent aggravés par la communauté, par nos propos, par notre regard, par nos interprétations, alors que nous n'avons pas toute l'information. Donc, il faudrait nous, qui sommes dans la communauté, qui constituons l'environnement, la famille et tout le reste, les amis de ces personnes, de ces femmes qui sont dans cette difficulté, il faudrait qu'on les aide à se construire plutôt que nos propos les déconstruisent au fur et à mesure de chaque fois. Ça, je voudrais vraiment insister dessus. J'espère que vous, les cliniciens, vous ne les jugez pas non plus. Non, si un clinicien juge, bon, entre guillemets, c'est la prison, puisque bon, c'est pas ton travail, tu n'es pas là pour juger. Voilà. Alors, voilà, donc c'est ce qu'il faudrait savoir sur le déni de grossesse. C'est pas volontaire, c'est un problème psychologique qu'il faut régler avec beaucoup de patience et beaucoup d'accompagnement. Il ne sert à rien d'accuser la personne parce qu'elle-même n'était pas informée. Donc, du coup, c'est compliqué. Elle-même, elle doit être mal à l'aise. Elle-même doit être mal à l'aise, avoir un enfant qu'on n'avait pas prévu et tout. Donc, c'est psychologiquement compliqué. Mais avec l'accompagnement adéquat et si c'est bien pris en charge, je pense que l'intéressé va pouvoir s'en sortir. Et c'est un accompagnement en couple parce qu'il faut être deux. Si une seule personne prend tout, là, ça va faire encore un autre problème psychologique à gérer. Donc, surtout pour les enfants de jeune âge qui se retrouvent dans ces situations. Quand on est régulièrement marié, c'est pas un problème. On pense que c'est beaucoup plus aisé. On ne va pas dire facile, mais beaucoup plus aisé à accompagner. Mais quand c'est des jeunes enfants, il faut vraiment les accompagner. Parce qu'une grossesse, déjà, c'est pas facile. Quand bien même elle est voulue, c'est pas facile. Imaginez qu'on se retrouve dans cette situation. Bon, moi, je le souhaite à personne, parce que j'imagine la complexité de cette affaire-là. Alors, pardon. Non, j'allais dire, pour ne pas, je n'accuse personne, je voudrais juste ramener l'autre face masculin qu'on peut dire, c'est ces hommes aussi qui n'y étaient pas du tout préparés, qui l'apprennent et qui fuient les responsabilités. Donc, il faut faire attention aussi à cela. C'est ne pas tout de suite l'accuser, c'est l'amener à prendre ses responsabilités. Bon,
On nous dira que quand on va au CES, c'est qu'on sait qu'on peut avoir grossesse dedans. Ce sont ces genres de langage que je voudrais toutes les personnes ne vont pas au CES pour avoir un enfant. Parce qu'on va dire à la dame, quand tu le faisais, tu savais que tu n'étais pas dans une bonne période, etc. Alors qu'il y a tellement de contextes, tellement d'éléments à prendre en compte pour pouvoir dire que, bon, voilà, une grossesse est survenue. D'accord. Alors, on va dire avant de partir, quelques mots sur la grossesse imaginée. C'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour, hein, mais vu que c'est sorti, il faudrait bien qu'on en parle. Faire d'une pierre deux coups, comme on le dit. Allez-y, André Liron. Bien sûr, la grossesse nerveuse, c'est tout à fait l'inverse ici de la grossesse, du déni de grossesse. C'est le contraire. La grossesse nerveuse, qu'on appelle encore la grossesse imaginaire, c'est que la dame désire tellement avoir un enfant qu'elle est enceinte sans être enceinte. Bon, dans sa tête, en fait, elle est enceinte. Dans sa tête, elle est enceinte et le corps, on l'a dit tout à l'heure dans le déni, le corps va l'aider à confirmer qu'elle est enceinte. Elle va être fatiguée, elle va avoir des vomissements, ses menstrues peuvent s'arrêter, les seins vont grossir avec des... Ne me dites pas qu'elle va avoir du ventre. Hein. Elle va grossir. Elle va grossir. Maintenant, c'est ça le pouvoir de l'organisme. Ça, il faut le comprendre. Et quand vous envoyez un message psychologique comme ça, assez fort, l'organisme, l'environnement va réaliser cela pour vous. Donc, voilà un peu. Et quand vous la voyez debout physiquement, c'est une femme enceinte. Sans doute. Il n'y a pas de doute. Et elle va vous faire beaucoup de caprices, comme on le dit dans le chant, là, parce que ça va être décuplé. Tout ce que sa psychologie, son psychisme aurait rencontré chez des femmes enceintes, elle va les reproduire et vous allez être convaincu qu'elle est enceinte de vous. Ça, là, il n'y a rien à faire. Maintenant, si vous étiez dans une logique où vous en aviez marre d'elle et que vous vouliez vous séparer, chercher des raisons, et que c'est en ce moment-là qu'elle vous plaque ça, bon, vous allez souffrir. Parce que là, là, ça va être vraiment difficile à gérer. Le truc est tellement, j'ai envie de dire, visible, que si le professionnel n'impose pas un test de grossesse fiable pour dire non, vous n'êtes pas enceinte. Vous n'êtes pas enceinte. Et dans ce cas, il faut aussi l'accompagner pour qu'elle déconstruise totalement ce processus. Donc, si elle va voir un généraliste qui n'est pas au fait et quand il la voit debout, il n'aura pas de doute qu'elle n'est pas enceinte. Parce que vous n'allez pas voir une femme enceinte et dire « allons faire test de grossesse ». Ouais, c'est vraiment, ça va paraître bizarre. Hein. Ça va paraître vraiment bizarre. On va dire, bon, et toi, sors-toi. Donc voilà, c'est aussi difficile, mais c'est souvent le test aussi où l'accompagnement, la présence qui va amener à vraiment, mais pour déconstruire ici, c'est un peu plus difficile que pour reconstruire de l'autre côté. Mais est-ce que dans cette nervosité, elle peut vraiment choper elle peut vraiment avoir une grossesse? Non, au cours là, elle a mis tout le processus pour que l'organisme, vous n'allez pas être enceinte et encore prendre, je ne sais pas comment la fécondation va avoir lieu. Okay. Elle a déjà mis l'organisme dans le processus de mode, elle a déjà mis l'organisme dans un mode de femme enceinte. Donc, il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus elle a déjà bloqué tout ça là. Donc, on a ce pouvoir puisque là. Même les menstruations ne vont pas venir. Elle va avoir ses vomissements normalement. Elle va grossir, elle va être fatiguée. Et quand vous allez la voir, vous allez savoir que ça. Et souvent, c'est. Bon, quand c'est accompagné, quand c'est suite à un conflit entre les couples, souvent, c'est avec beaucoup de maladies opportunes qui accompagnent la grossesse, souvent. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui provoque ça? Ben, comme le nom le dit, c'est une grossesse nerveuse, c'est un désir exagéré, désir de vouloir être mère. Elle vraiment porte cela,
elle voudrait l'avoir tout de suite, comme peut-être le processus ou la fécondation tarde dans sa tête, c'était le moment en fait pour elle. Ça peut, le plus dangereux, c'est que ça peut être à la suite d'un rapport où elle était convaincue que ce dernier rapport était le bon. Peut-être les astres ne se sont pas alignés, ce n'était pas le bon ou c'était un mauvais calcul, il n'y a pas eu fécondation, mais elle, dans sa tête déjà, c'est que ça, le dernier rapport du 8 là ou du 15 là, c'était ça. C'était le bon. Voilà. Mais on peut faire ça après un déni. Hein. Moi, j'ai comme l'impression, oui, ben, je n'étais pas dedans, j'ai eu un enfant. Mais voilà, je suis prête maintenant, en fait, en réalité. Je suis sûre que ça, là, on va dire qu'il y a un problème. Parce que si vous quittez le mal du bord A pour aller vers le mal du bord B, non, ce qu'on vous demande, c'est de rester au milieu, la grossesse classique. Maintenant, si vous sautez comme ça, là encore, il y a problème. D'accord. Comment on va finir avec les traitements pour ça? C'est toujours l'accompagnement. C'est toujours l'accompagnement ici, comme je l'ai dit. Il faut l'aider, il faut l'accompagner à déconstruire et à planifier correctement sa grossesse pour pouvoir... Ici, le bénéfice, c'est que lorsqu'elle va tomber enceinte, elle va vraiment en prendre soin et elle... Maman poule. Elle fera ce qu'il faut pour que ça va être... Voilà quoi, son bébé... À elle tout seul. Souvent, c'est son bébé, c'est pas bébé, notre bébé. Papa ne pourra même pas toucher à ce bébé. Ça va être un peu, donc, c'est le bénéfice ici. Mais il faut l'aider à déconstruire totalement pour pouvoir se mettre dans un vrai processus. Surtout quand c'est suite à un conflit ou aussi une douleur mal vécue. Il faut vraiment l'aider. Les problèmes psychologiques existent, donc ne nous amusons pas avec. Et toute personne qui se retrouve dans une difficulté psychologique a nécessairement besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça que les professionnels existent justement pour accompagner ces genres de personnes. Non, ne banalisons rien, soyons juste à l'écoute et évitons les idées reçues, le jugement trop actif. Je ne pense pas qu'on puisse délibérément faire un déni de grossesse. Le psychologue l'a expliqué et voilà ce qu'il fallait dire également sur la grossesse nerveuse. Et si on fait une grossesse nerveuse, c'est parce que peut-être aussi on te tasse de femmes qui ne conçoivent jamais. Et voilà, donc vous avez dit que les problèmes doivent être situés. Ce sont des choses qui existent dans notre société dont personne ne parle. Donc, nous, notre rôle, c'est de n'avoir pas de tabou sur cette émission et on parle des sujets tels qu'ils nous viennent. Mesdames et messieurs, voilà, ainsi prend fin la cour commune de ce jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain.